Bienvenue dans cette troisième partie du vlog de la mort dans lequel je tente, autant que je peux, de lire 50 premiers chapitres pour faire le tri dans ma pile à lire. Et j'ai du mal à avancer, on dirait bien. Nous voilà à une troisième partie et j'en suis même pas à la moitié. Donc bon, on va quand même passer la seconde, ce serait pas si mal. Alors allons-y, 25 livres, hein, finalement. C'est quoi? Donc ensuite on a Bone Colliers Moon. Bone Colliers Moon qui est assez surprenant. Parce que ça parle donc de... On a un prologue avec un gamin qui voit son père mourir et on comprend que c'est... Alors, je sais pas si c'est un fantôme ou une sorcière. C'est plus apparenté à un fantôme qui le tue. Et il y a une histoire de flûte en os et de couteau en os. Et clairement, on commence à avoir cette idée qu'il y a des créatures mystiques et qui existent et qui seraient vraies, qui seraient réelles. Et premier chapitre, on suit une nana qui doit passer qui a un rituel de passage à faire, et elle est avec sa copine, et toutes les deux, elles doivent tuer des bestioles pour en récupérer les os, et ainsi donc récupérer leur magie. Enfin, elles ont l'air leur existence a l'air véritablement totalement liée à ces os et au fait qu'elles ont besoin de ça pour continuer à exister. Et apparemment elles auraient une mission, je ne sais pas trop laquelle. Et donc elles sont en pleine chasse et on comprend que l'épreuve finale c'est tuer un humain. Donc bon, peut-être que ces deux personnages vont se croiser quand elle devra le tuer lui, et est-ce que c'est ce qui s'est passé avec son père? Enfin voilà, pour l'instant on en est à se poser pas mal de questions, et on est avec un personnage principal qui clairement explique qu'elle n'aime pas tuer, ce qui clairement pose définitivement problème par rapport à sa condition, quoi. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, peut-être que ce sera un peu classique en termes de tropes et tout ça, mais il y a une certaine originalité dans le fait que c'est ce truc avec la magie des os. Enfin voilà, j'ai envie de continuer pour comprendre, en savoir un petit peu plus là-dessus. The Strange Case of the Alchemist's Daughter de Theodora Goss. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant parce que ça parle donc de clairement la fille du Dr Jekyll. Donc bon, on imagine qu'après le roman qu'on connaît tous, il s'est marié, il a eu donc une gamine, et on arrive au moment où sa mère est décédée. Sa mère est décédée et elle l'enterre. Donc bon, ça commence pas avec une ambiance de ouf, mais ça commence là-dessus. Évidemment, ça la met dans une situation financière qui est extrêmement problématique. La situation n'était déjà pas simple, mais là, elle est extrêmement problématique. Et elle découvre, grâce à son notaire, que sa mère, avant de mourir, avait placé de l'argent sur un compte, et de ce compte, voilà, il y avait des prélèvements qui étaient faits tous les mois, pour vraisemblablement s'occuper d'un certain monsieur Hyde. Alors, évidemment, quand on connaît l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est là que c'est vraiment intéressant. Et à la fin du chapitre 1, elle demande à sa gouvernante, sachant qu'elle a renvoyé tous les autres parce qu'elle n'avait plus d'argent pour pouvoir les payer, elle demande à sa gouvernante qui est monsieur Hyde et si elle s'en souvient.
Et là il y a une ellipse, parce qu'après on arrive sur le chapitre 2, que j'ai pas commencé du coup, mais qui me hype déjà, puisque ben, le chapitre 2, clairement, elle va rencontrer Sherlock Holmes. Et donc on imagine que ce sera pour en savoir plus sur ce fameux Monsieur Hyde, et qu'est-ce qui se passe, et tout ça. Et il y a un truc vraiment particulier à propos de ce bouquin, c'est que il y a plein d'interventions des personnages, de l'autrice et des personnages qui brisent le quatrième mur et qui interviennent comme dans une pièce de théâtre, avec leur nom écrit et leur dialogue. J'imagine que ça peut en rebuter certains, mais moi j'avoue, j'ai trouvé que c'était surprenant et extrêmement drôle. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Déjà je suis hypée parce que de toute façon, chapitre 2 il y a Holmes, donc voilà, moi n'importe quoi où il y a Sherlock Holmes, j'y vais, donc voilà. Ah, Rosewater. Donc Rosewater, Rosewater, ça m'a fait chier. Je suis désolée. Rosewater, ça m'a saoulée. Rosewater, en fait, on comprend qu'il y a un monde derrière qui est super. Moi, j'étais hypée quand on m'a dit, voilà, ouais, science-fiction africaine, machin. J'étais hypée de ouf. Et puis en le commençant, j'ai même pas pu finir le chapitre. J'ai même pas pu finir le chapitre 1 en fait. Le personnage, il est chiant, il s'emmerde, il s'intéresse à personne autour de lui, il a presque que des commentaires désagréables à faire. Voilà, on est à son boulot. Lui, il gère des datas, voilà, informatique, tout ça machin. Il y a un moment où tu te dis, waouh, ça va être un peu sympa parce qu'on comprend que il y a une espèce d'endroit qui est un peu comme l'oasis, qui s'appelle la Xénosphère, et dans laquelle ils ont potentiellement des espèces d'avatars, et c'est là qu'ils combattent les pirates qui attaquent les bases de données. Et tu te dis, waouh, ok, ça c'est cool. Mais en fait, ça s'arrête très vite parce qu'il t'explique que son job le fait chier, il s'emmerde, et donc du coup, toi en tant que lecteur, eh ben, tu te fais chier, tu t'emmerdes, pareil en fait. Voilà, le job est fait, c'est-à-dire qu'effectivement, tu ressens bien les émotions du personnage, tu t'emmerdes profondément. Et je me suis dit, ouais, je vais essayer le livre audio. Voilà, peut-être que ça me... En général, je rentre plus facilement dedans quand il y a la voix du narrateur et tout ça. Et c'était pire. Et c'était pire. Parce que honnêtement, le narrateur, il parle à 2 à l'heure avec ce personnage qui se fait chier. J'ai dit non, c'est bon. Allez, c'est bon. Si je veux pas faire une dépression en lisant ce livre, il faut que j'arrête. Et donc j'ai arrêté. Et donc voilà, je voulais l'aimer, j'étais persuadée que j'allais passer un super moment. Et ça a été insupportable dès les 5 premières pages. Donc ensuite on a Forest of Souls. Ça, il y a une bonne ambiance. C'est mystérieux quand même. Dès le début, on n'a pas énormément d'informations. Mais en tout cas, ce qu'on apprend, c'est qu'on a une jeune nana qui, depuis 4 ans, est l'apprentie d'une vieille aveugle qui est en fait une espèce de Monsieur Miyagi. Sauf que là, c'est plus, on le comprend, pour être un espèce d'espion, assassin, ou je sais pas quoi. Peut-être pas assassin, mais en tout cas, espion. Elle avait comme épreuve un truc classique, il fallait aller voler un drapeau. Donc, elle réussit l'épreuve, mais bon, vraisemblablement, elle n'est pas
récompensée comme elle l'attendait, donc on sent qu'elle est hyper frustrée, on sent que voilà, elle veut cette place officielle d'apprenti et qu'elle ne l'obtient pas assez vite. Et que voilà, et qu'elle sent que d'un seul coup tout s'accélère, qu'elle est en compétition avec d'autres jeunes qui sont à la même place qu'elle. Et elle veut vraiment cette place. Et donc voilà, on en est là, chapitre 1, il faut qu'elle mette les bouchées doubles pour avoir cette place qu'elle veut absolument. On ne sait pas encore vraiment pourquoi, ni ce qu'elle va être amenée à faire. Voilà. Daughter of the Burning City. Alors celui-là, j'étais partie avec un a priori parce qu'il est sorti chez Harlequin Teen et je me suis dit, oh là là. Oh là là, ça va être 100% romance, machin. Et très honnêtement, premier chapitre, il n'y a rien de ce genre. Mais alors rien, mais rien du tout. C'est un livre post-Caraval, donc ils avaient compris que le domaine du cirque et tout ça faisait vendre. Mais apparemment, ça va sur quelque chose de différent parce que donc il y a cette énorme ville cirque avec de freaks, donc de personnages totalement décalés, un peu fous. Cette ville, donc elle est itinérante. Elle est itinérante, elle fait des spectacles et tout, et ça fait apparemment 3 ans qu'ils n'ont pas fait de spectacle, ils reviennent, et on comprend que toute cette ville, en fait, elle tient parce qu'elle existe, parce qu'il y a une nana qui a des pouvoirs incroyables d'illusionniste, et que, en fait, toute cette ville, toutes les créatures qui la peuplent et tout, c'est elle qui les a créées. Donc rien n'existe, en fait, à part elle. Et sa particularité, c'est qu'elle n'a pas Dieu. Elle n'en a pas du tout, elle n'a même pas de cavité ni rien, elle est née comme ça, elle est née sans yeux et sans endroit où en mettre de toute façon. Et vraisemblablement, elle a vécu un passé assez difficile d'esclave, tout ça, elle en a été sortie par quelqu'un qui n'est pas là apparemment. Elle est seule avec toutes ses illusions. Et alors que elle a relancé le spectacle, que ça fait 3 ans qu'ils n'en ont pas fait et tout, un de ses membres du cirque est tué. Ah, voilà, donc là ça ça pose une question, puisqu'effectivement, comment est-ce qu'on peut tuer une illusion? Et c'est toute la question. Voilà, donc il m'en reste encore, hein. Je sais pas si j'en verrai jamais la fin de ce machin en fait. Ça fait un moment là. Donc j'ai avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. State of Sorrow. Il y a un prologue, un peu comme un conte, avec un roi qui est amoureux de quelqu'un dans un autre pays, et qui construit un pont grâce aux étoiles qui tombent du ciel. Enfin bref, tout ça c'est très joli. Une très jolie histoire qui se transforme en problème, puisque donc ces deux pays qui sont séparés par ce pont sont en guerre, longtemps après cette histoire, qui est devenue une légende. Et ce pont doit servir à signer le traité. Et le problème, c'est que il est très dangereux. Il est étroit, il est glissant, bref. Et bien sûr, ils ont décidé qu'il fallait que ce soit là qui signe le traité. Et au moment où tout se met en place pour qu'enfin ils réussissent à le faire, les personnages agissent tous de manière tellement conne que bien sûr ça foire. Voilà. Et en fait, ils sont tous tellement cons que j'arrive pas à me résoudre à lire la suite. Voilà, pour moi, c'est juste, ils sont trop cons. Donc voilà, je sais pas, voilà. Désolée. Pardon. Qu'est-ce que j'ai lu après? J'ai lu Given to the Sea. Alors ça, c'était trop bizarre. Je comprenais pas ce que je lisais. Je savais pas si c'était la narration, si c'était
qui me parlait. J'entendais pas des voix, mais je me disais bon sang, mais qui me parle dans ce livre, qui parle, qui raconte. C'était hyper extérieur, hyper distancié. Voilà, trop bizarre, je ne suis pas rentrée dedans. Trop chelou. Voilà. Ensuite, Flame in the Mist. Flame in the Mist. J'ai été surprise parce que je m'attendais à du vampire, puisque c'est souvent ce qu'on attend de cette autrice. Et puis non. Donc là-dessus, c'était plutôt une bonne surprise. Ah oui. Ça se passe dans une espèce de Japon, ou le Japon, hein, je ne suis pas allée assez loin pour en être sûre, mais en tout cas, Japon médiéval, et il y a donc un gamin qui assiste à la décapitation de son père. Donc, waouh, ambiance de ouf, et il y a une gamine qui le fixe, et vraisemblablement il y a un truc avec cette gamine. Voilà, donc il y a cette gamine qui le fixe comme ça, et qui s'en va. Ah ouais, et j'avais vraiment coincé sur son nom parce qu'elle s'appelle Mariko. Et voilà, et moi ça m'a renvoyé de suite à Shogun de James Clavell. Et voilà, je suis pas rentrée dedans. Voilà, je sais pas. C'est pas l'écriture, c'est plus le cadre, hein, c'est le thème, c'est la violence directe, c'est voilà. Ouf. Alors, j'ai un problème avec cet auteur. Voilà, pardon, je suis désolée. Je fais un rejet, je crois. Infernal Devices, je suis en refus de cet auteur. Voilà, refus de greffe, ça ne veut pas prendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à la phrase si vous ne savez rien de George Dower, ne continuez pas ce livre. Et du coup, en fait, j'ai écouté le conseil de l'auteur, j'ai refermé le livre et j'ai dit bah ok, j'arrête de lire. Voilà. Moi, l'auteur m'a dit arrête de lire. Et en fait, voilà, j'ai effectivement refermé le bouquin et j'ai arrêté de lire. Voilà. C'est quoi déjà ça? Ah oui, Réplica. Mon dieu, je bouge vite. Réplica. Alors, Réplica, c'est très spécial parce que donc, on a vraisemblablement dans un seul livre la même histoire racontée par deux personnes différentes, de deux points de vue différents. Alors, ça, j'avoue, ça risque de me faire chier. Mais, j'ai commencé par le côté de Lyra et pas de Gemma. Donc, j'ai commencé par le côté de Lyra et franchement, je me suis pris au jeu. Donc, on est dans un espèce de sanatorium ou d'hôpital ou d'orphelinat, on ne sait pas trop au début, on sait pas trop. Il y a un dortoir avec des jeunes filles et il y a des médecins et des infirmières, ça on le sait. Voilà. Et d'un seul coup en pleine nuit, il y a du bordel, il y a des gens qui courent partout, il y a une alarme et il y a ces jeunes filles, on est avec elles dans un dortoir, elles se demandent ce qui se passe et petit à petit donc on comprend qu'elles sont des répliques les unes des autres. Est-ce qu'elles sont des clones? Je ne sais pas, on emploie le mot réplique. Elles sont des répliques les unes des autres. Il y en a une qui est là depuis plus longtemps que les autres et qui, elle, comprend ce qui se passe et donc elle explique aux autres qu'il y a donc une alarme, un problème avec les garçons et que vraisemblablement l'un d'eux s'est échappé. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de questions et des questions que dont j'ai envie de connaître les réponses. Donc, je continue ça m'a... Voilà. Peut-être que je le regretterai. Peut-être que ça me fera chier le fait d'avoir deux fois la même histoire racontée. À voir. Si l'autrice... Ouais. Si l'autrice a su ajouter suffisamment de choses, d'indices, d'un côté ou de l'autre. This Vicious Game. Non, pas du tout. Pas du tout. This Vicious Grace. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué, c'est jaune. C'est très très jaune. C'est jaune même sur les côtés. C'est excessivement jaune. Mais, bon, ça me hype.
mais c'est jaune. Donc, alors, ambiance très italienne. Ambiance très italienne, pas tout à fait romaine. C'est pour ça que je dis plus italienne. Clairement de la fantaisie, on est, je crois, sur une île, et il y a une jeune nana, 18 ans, qui a pas de bol dans l'existence. Alors, elle a pas de cul. Elle a pas de cul, elle se retrouve à être l'espoir pour sauver son royaume, son île, son peuple. Et il faut absolument qu'elle soit couplée, on peut le dire, hein, qu'elle soit en duo avec quelqu'un qui a des pouvoirs, afin d'exacerber ses pouvoirs pour que ensemble ils sauvent le monde du chaos, des dieux, de la destruction, de ce que vous voulez de ce genre. Et le problème, c'est que, en fait, ça fait 3 fois qu'elle se marie et, et 3 fois qu'elle bute ses maris, sans le vouloir. Sans le vouloir, voilà, apparemment, elle est trop puissante. Et elle les bute. Voilà, quand il la touche. C'est un problème, voilà. Et vraisemblablement, tic-tac, évidemment. Hein, voilà. L'or. Alors ça, je craignais vraiment de le commencer. L'or. Alors, que dire de l'or? Clairement, on commence avec un perso qui a méga la rage. Méga la rage. Et c'est pas nécessairement ce qui m'aide. Voilà. J'ai peut-être besoin d'avoir des personnages qui sont moins exaltés dans leur envie de buter des gens. Parce que clairement là, waouh, on a un perso qui est motivé à buter. Et clairement, alors ça commence avec des flots de sang. Trop dégueu pour moi. Dès le début. Voilà. Pouf. Voilà, si vous aimez la bidoche, et les persos qui ont la rage, mais c'est pour vous. C'est pour vous, allez-y, je vous le laisse. Donc je suis passée à ça après, je suis passée à Cruel Prince de Holly Black. Et je savais quelque part que... Bon voilà, je sais ce que ça raconte, je sais que c'est dark, tout ça. Et j'y allais en me disant, bon, ça va pas me plaire. Donc, je commence, et honnêtement sur le prologue, j'ai été vraiment emportée. J'ai été emportée, c'est super bien écrit, j'ai trouvé que c'était très bien écrit en tout cas. Et j'étais emmerdée, je me suis dit, waouh, alors du coup, est-ce que je vais vraiment me lancer dans la lecture de ça, parce que je suis pas sûre et tout. Et à un moment, tout a dérapé, à un moment, tout est parti en sucette complet. On a donc un gars chelou qui arrive et qui bute une nana devant ses enfants. Enfin d'ailleurs, il bute le mari. Hein, voilà, il bute les parents, et parce qu'on comprend que lui donc c'est donc, je sais pas si c'est The Cruel Prince, mais en tout cas c'est une créature qui n'est pas humaine, qui est puissante, qui vraisemblablement voilà, a des pouvoirs, je sais pas quoi, et il vient buter cette nana parce que c'était sa femme et qu'elle s'est enfuie et qu'elle a refait sa vie avec un autre mec, donc voilà, il est venu les buter. Voilà, je ne pense, il n'y a pas de divorce au royaume des fées, je ne sais pas. Me demandez pas, voilà. Et là, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu comme un feeling à la fin du prologue, parce que ça c'était que le prologue, hein. À la fin du prologue, je me suis dit, bah ok, le bouquin est fini donc. Voilà, il est venu, il a buté son ex et son nouveau mec, il a récupéré sa fille et les 2 mômes que son ex-femme avait eu, et puis il rentre en ferry. Voilà, super. J'ai adoré l'écriture, j'ai trouvé que c'était super bien écrit, j'ai été hypée au début, et sur la fin du prologue, ça m'a tué. Voilà, exactement. Avec le meilleur, le meilleur chapitre 1 du monde, hein, puisqu'il fait genre une ligne. Attendez. Une ligne. Voilà. C'est magique en soi.
Hein? Mon chat, oui. Donc voilà. Quelque part une déception. Quelque part une déception. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie d'aimer ce truc-là. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait que je lise direct la fin pour savoir si elle s'en sort. Peut-être. J'espère que oui. Mais si ça tenait qu'à moi, les faits, je te passerai tout ça au lance-flamme et puis voilà. Allez. Après, alors j'ai eu peur de celui-là, voilà. Serpent and Dove, quand je vois l'épaisseur du machin, moi j'ai peur. Moi je fais partie de ces gens qui ont peur des gros livres. Je me dis que je vais mettre 1000 ans à les lire. Ça me décourage d'entrer. J'aime les petits bouquins, moi, les trucs. Voilà. Du coup, bon, j'avais envie de ne pas l'aimer. Voilà, j'avais envie de ne pas l'aimer, celui-là, pour pouvoir me débarrasser d'un gros bouquin. L'échec. Voilà. J'étais hypée par plein de trucs. On est dans un univers un peu début 20e français. Du coup, c'est très rigolo parce que je le lis en anglais, donc c'est excessivement marrant d'avoir tous ces noms et tous ces trucs français dans le texte anglais. C'est mystérieux, il y a de la magie, donc on a un gars qui a volé des trucs aux sorcières, et clairement on comprend que c'était une méga mauvaise idée, mais alors super mauvaise, parce que vraisemblablement les sorcières elles sont méga fortes, et elles ont pas d'humour. Elles ont pas d'humour, donc quand tu leur voles un truc, tu le payes grave. Donc là il est moyen bien, il a une de ses filles qui est morte et il voudrait sûrement éviter que la deuxième fasse pareil. Et il essaye de se débarrasser d'un des artefacts qu'il a et de le vendre à une tenancière de bordel. Et voilà, on rencontre plein de personnages qui apparemment ont du background super intéressant. On sent qu'il y a plein d'histoires qui viennent comme ça se rencontrer, se croiser dans un monde où il y a apparemment plein de choses qui se passent. Et voilà, et à suivre, tout court. Parce qu'il m'en reste encore à lire. Voilà, j'en ai lu pas mal, je vous en ai montré pas mal, mais je n'ai pas fini parce qu'il m'en reste au moins une quinzaine. Donc souhaitez-moi bon courage.